Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de regarder ensemble l'actualité économique et en bourse et aussi de faire le point en milieu de mois sur les actions que j'achète en ce moment. Si on regarde les indices boursiers en commençant par le célèbre S&P 500, on voit qu'on est en train de revenir sur des plus hauts historiques. On a eu des peurs sur les marchés sur les dernières semaines, d'ailleurs on en avait parlé en vidéo, et j'avais mentionné notamment que le marché en ce moment passait vraiment du tout au tout en termes de peur et d'euphorie, et on le retrouve encore une fois puisqu'on est déjà revenu sur des plus hauts en seulement quelques semaines. Au niveau du Nasdaq, on va retrouver la même chose. L'indice vient de retrouver des plus hauts historiques, ou en tout cas on s'en approche énormément, alors qu'on voit qu'effectivement fin avril, on avait fait une petite baisse qui s'est bien reprise depuis. Et si on va voir le CAC 40, on va retrouver exactement la même chose. Les trois indices se suivent, chacun avec une volatilité plus ou moins forte, mais globalement, on est sur des marchés qui se portent bien. Et si on a fait du DCA toutes ces années et qu'on a résisté à la peur qu'on a eue notamment en 2021-2022, clairement, aujourd'hui, on a un retour sur investissement qui est intéressant. Au niveau de la peur et de l'euphorie sur le marché, vous avez cet indicateur qui est très connu, c'est le Fear and Greed Index. Et si vous regardez, il y a encore une semaine et un mois, on était repassé en peur, alors qu'on était en euphorie juste avant, et ça y est, on est encore passé en euphorie. Et ça vous montre vraiment un petit peu comme vous le voyez sur les indices, qu'en ce moment, le marché se cherche et que le psychologique joue énormément au niveau des investisseurs. Si on utilise une représentation graphique des indices, d'ailleurs je vais enlever ma caméra pour que vous voyez la globalité, on voit que sur un an, on a beaucoup de très grosses entreprises qui se sont très bien comportées, ce qui a clairement tiré l'indice vers le haut, et ça on en a souvent parlé sur la chaîne, mais vous voyez que sur un an, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Meta, etc. se sont très bien portés, et d'ailleurs si vous vous rappelez, il y a un tout petit peu plus d'un an, vers avril-mai 2023, on pouvait les acheter à des prix qui étaient quand même assez exceptionnels, et on a été d'ailleurs beaucoup sur la chaîne à acheter du Google, du Meta, du Amazon, etc. Mais au-delà de ces grosses entreprises qui ont tiré l'indice vers le haut, vous avez quand même aussi pas mal d'entreprises un peu plus petites qui se comportent bien, et vous voyez globalement du vert ici. Et d'ailleurs, ça vous montre vraiment que si par exemple on prend cette représentation de S&P 500 sur une semaine, on a des couleurs qui sont assez disparates, du rouge, du gris et du vert. Et vous avez en haut à droite l'échelle. Par contre, plus on rentre dans le temps et donc plus on patiente sur les marchés, donc si on reste investi longtemps, c'est pour ça qu'on dit souvent time in the market beats timing the market, donc être investi sur le long terme, c'est plus puissant que d'essayer de rentrer et de sortir du marché. Clairement, si vous mettez sur une semaine, le marché il fait un petit peu ce qu'il veut. Par contre, si vous vous amusez à aller sur un an, il y a beaucoup plus de vert. Et si on allait sur 5 ans, 10 ans, on aurait certainement la majorité de ces titres qui seraient dans le vert. Au niveau de la valorisation du marché, on peut aller voir le PE futur, donc le prix du marché par rapport aux bénéfices attendus d'après les analystes dans un an. Et si on regarde, on va encore retrouver une fois cette répartition sur le S&P 500 et sur seulement les 8 plus grosses entreprises du S&P 500. Donc si vous prenez la courbe violette, c'est les 8 plus grosses entreprises, donc les 8 méga cap. Vous voyez qu'on est sur un PER futur de 28. Par contre, si vous prenez tout le S&P 500, on est sur un PER futur de 20. Dans les deux cas, c'est historiquement élevé, car même un PER de 20,4 sur le S&P 500, c'est plus haut que les moyennes historiques. Cependant, c'est pas non plus quelque chose qui me choque. D'ailleurs, vous voyez qu'on est plus bas que fin 2021, début 2022, et on est plus bas, par exemple, que la bulle des années 2000. Cependant, il ne faut pas non plus se voiler la face, le marché est un petit peu cher historiquement. Je mettrai un bémol à ça dans le sens que personnellement, quand je vais regarder les méga caps justement, les très grosses entreprises qui pèsent beaucoup dans l'indice, pour la plupart d'entre elles, je ne les trouve pas extrêmement surévaluées. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard, mais j'avais regardé pour peut-être enlever un petit peu sur Microsoft, sur Apple, sur Google, etc. Et honnêtement, quand je regarde les actions, elles sont un petit peu chères, mais il n'y a rien qui me choque. On va maintenant passer à l'économie. Donc déjà, si vous regardez le taux d'emploi aux États-Unis, on voit que globalement, on ne se comporte pas si mal que ça. On a entre 3 et 4% de personnes au chômage ou l'équivalent là-bas, alors que vous voyez que pendant la pandémie, on était monté à plus de 14%. Donc globalement, on a eu une très légère réaccélération, mais c'est vraiment minime, vous le voyez ici. Et globalement, même si on entend à gauche, à droite que les entreprises licencient, dans les chiffres, ça se retrouve à peine. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas accélérer assez rapidement. Évidemment, aux États-Unis, si on venait à se prendre une récession, cette courbe peut accélérer très rapidement. D'ailleurs, vous le voyez ici, c'était flagrant, mais ce n'est pas le cas actuellement. Et au niveau des demandes de chômage, on retrouve la même chose. On avait eu une explosion en 2020, évidemment, avec la pandémie. Et globalement, maintenant, on est quand même sur des nombres qui sont venus se stabiliser.
Par contre, ces bons chiffres de l'emploi, j'aime les mettre en balance avec ce qu'on appelle le personal saving rate, et c'est globalement l'argent qui reste aux personnes une fois qu'elles ont dépensé pour vivre, etc. On pourrait aussi penser que c'est l'argent qui reste à investir pour les Américains. Et si vous regardez, quand même, globalement, sur les dernières années, on a baissé. On a eu une explosion pendant la pandémie, puisque les gens ont reçu beaucoup d'argent via des chèques, etc. Par contre, si vous regardez actuellement, on se balade autour des 3% de reste, alors que si vous prenez historiquement, on est quand même plus souvent au-delà des 5% si vous regardez là depuis 2009-2010. Pour continuer sur les doutes que peuvent avoir le marché, ici je vous ai mis le 10 ans moins le 2 ans, donc c'est tout simplement les bons du trésor, et si vous regardez, on est toujours inversé. Donc ça veut dire que d'un point de vue des rendements, aujourd'hui, le 2 ans paye plus que le 10 ans. Ce qui veut dire que, clairement, pour les marchés, on n'a pas une très bonne vision sur le long terme, on a un petit peu d'hésitation, de peur, et donc on va acheter des obligations plus court terme. Et cet indicateur, il est souvent présenté comme un anticipateur de récession. On verra si c'est le cas, peut-être qu'on aura une récession, ça c'est très dur à prédire, mais effectivement, généralement, historiquement, quand il s'inverse, on se prend une récession juste après. Personnellement, je l'utilise pas spécialement pour ça, mais je l'utilise plus pour vraiment voir si le marché en ce moment, il regarde long terme ou court terme, notamment sur le marché obligataire. Et pour moi, c'est un bon outil pour montrer si en ce moment on a des doutes ou si au contraire le marché, il est plutôt confiant sur l'avenir. En parlant de confiance dans l'avenir, on va aussi regarder les anticipations d'inflation par le marché dans 5 ans. Et on voit que le marché continue à penser que dans 5 ans, l'inflation se baladera globalement à un petit peu plus de 2%. Et ça, c'est pour moi représentatif du fait que le marché pense que effectivement l'inflation qui a baissé et qui maintenant stagne va continuer certainement à baisser tout doucement et que dans 5 ans on aura résolu le problème. En tout cas c'est ce que pensent les marchés. Et cette évolution de l'inflation et cette tendance, on va la retrouver si je prends ici l'inflation aux États-Unis et que je nous mets sur 5 ans. On voit qu'effectivement on a eu cette explosion en 2021 et depuis on a eu la baisse et maintenant on s'est stabilisé globalement entre 3 et 4% et il va falloir que ça continue à baisser. La Banque centrale d'ailleurs va faire ce qu'elle peut pour ça, mais ce ne sont plus des niveaux qui sont extrêmement inquiétants, surtout parce qu'on a une tendance qui n'est plus à la hausse. Pour l'instant, on est en train de stagner. On retrouve la même chose en Europe. Vous voyez que globalement, on a eu une belle tendance baissière et maintenant, on stagne globalement à un petit peu plus de 2%. Pour finir sur l'inflation, deux facteurs qui peuvent être importants, notamment si on regarde l'inflation dans son ensemble et qu'on n'y retranche pas l'énergie notamment, eh bien, c'est le pétrole et aussi le cours de toutes les matières premières qui sont échangées sur des marchés internationaux et donc c'est dur à les contrôler pour les banques centrales. On voit que le pétrole, globalement, il se balade entre 70 et 90 dollars depuis pas mal de temps. On avait eu beaucoup de bruit sur le marché et des peurs, des personnes qui disaient qu'il allait exploser ou alors s'écrouler. Globalement, je ne fais pas de prévision là-dessus, je le regarde. L'été arrive, quand même généralement l'été, ça a tendance à faire un petit peu monter le prix du pétrole, on verra, mais du moment qu'il reste sur ces niveaux, ça ne m'inquiète pas trop par rapport à l'inflation. Et le dernier point, c'est le cours euro-dollar qui lui est important pour l'inflation en Europe, puisque évidemment si l'euro monte, eh bien ça va artificiellement faire baisser l'inflation sur tout ce qui est importé, et notamment le pétrole. Par contre, si l'euro vient à baisser, eh bien ça peut être assez négatif pour l'inflation. À savoir aussi que l'euro-dollar sera fortement impacté par les décisions des banques centrales. Est-ce qu'une banque centrale comme la BCE pourrait baisser les taux avant ou après la Fed, donc la banque centrale américaine? Évidemment, il y a aussi la confiance des marchés. C'est un petit peu plus compliqué que seulement regarder les taux, mais on voit qu'on est dans un beau range entre 1,06, 0,8 et 1,1 depuis pas mal de temps et pour l'instant, ça stagne. Donc tant mieux parce que pour les marchés, ça amène un petit peu de stabilité. Et pour finir sur l'économie, on va regarder les taux directeurs qui sont depuis bientôt 1 an aux États-Unis stables entre 5,25 et 5,50. On attend toujours que la Banque centrale les baisse. Honnêtement, je ne fais aucune prévision là-dessus. Ce sera peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 1 mois s'il y avait un gros problème sur les banques. Par contre, ce que je retiens, c'est que pour l'instant, eh bien, ils n'ont pas l'air de faire tant de mal que ça à l'économie dans son ensemble. Cependant, ils font mal à certaines entreprises, notamment toutes les entreprises qui vendent des produits chers. On va le retrouver dans l'automobile, dans l'immobilier, les panneaux solaires, les grosses installations. Aussi, l'investissement dans les entreprises, c'est beaucoup plus dur de lever de la dette. Donc clairement, s'ils viennent à les baisser, ce sera très bon pour les entreprises et le business. Mais s'ils les baissent trop tôt, ça va pouvoir impacter l'inflation. Donc c'est une situation assez complexe pour eux. J'aimerais pas avoir à prendre cette décision à leur place, mais je pense qu'un jour, il faudra qu'ils les baissent. Je ne sais juste pas quand.
Et c'est la même chose pour la Banque Centrale Européenne. On voit que la dernière augmentation, c'était le 20 septembre. Depuis, ils n'y ont pas touché. Et de la même façon, on s'attend à ce qu'ils les baissent incessamment sous peu. D'ailleurs, ils en ont eux-mêmes parlé, mais pour l'instant, c'est pas fait, donc prudence. On va finir la vidéo sur les actions que j'ai achetées ces 15 derniers jours. J'ai racheté du IMS, notamment au niveau des 11 $ et des poussières. C'était vers ici, au tout début mai. J'en avais parlé dans la vidéo que si elle baissait, je venais en acheter. Et juste après, on a eu un petit peu de mouvement volatile dessus. Et ça m'a permis d'augmenter légèrement ma position, mais j'y suis allé pas très fort. Et d'ailleurs, je vais en parler juste après qu'en ce moment, sur mes achats, je suis prudent parce que je remonte mon cash. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai aussi racheté du SoFi comme prévu, notamment aux 7 $. On voit ici tout début mai. Et j'ai aussi racheté un tout petit peu de Tesla, mais pas beaucoup parce que ma position est construite globalement. Alors en pourcentage sur mon patrimoine, elle baisse dans le temps puisque j'achète d'autres choses et je continue à avoir des revenus. Mais pareil, j'en avais racheté un petit peu début mai. En ce début de mois, je suis aussi allé retourner certaines entreprises, notamment Google, Apple et Microsoft. On va regarder Google d'abord. C'est une entreprise qui est sur des plus hauts historiques et je m'étais dit peut-être prendre un petit peu de plus-value dessus et tout. Mais au final, quand je regarde la valorisation et l'entreprise dans son ensemble, j'ai pas envie de la vendre. C'est une action gagnante et j'ai un bon prix dessus et je la trouve pas excessivement chère au point de venir la vendre. De la même façon, si on va voir Microsoft, que je trouve quand même clairement beaucoup plus cher que Google d'un point de vue de la valorisation, mais de la même façon, quand je vois la gestion de l'entreprise, quand je reprends mes chiffres dessus que j'ai fait, je suis pas choqué et donc je vais quand même la conserver. C'est une action gagnante pour moi et je vois pas spécialement de raison de la vendre. Je suis toujours extrêmement confiant dans le business model. Et de la même façon, vous avez Apple qui pourrait être l'entreprise sur laquelle j'ai eu le plus de doutes, notamment sur la difficulté, sur la croissance du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Cependant, d'ailleurs, j'en avais parlé il y a pas longtemps dans une autre vidéo, je n'ai pas non plus quelque chose qui me choque et je vais la conserver au final puisque pareil, c'est une entreprise que j'apprécie beaucoup pour son business model. Et pour finir la vidéo, je voulais un petit peu parler du cash et notamment ces actions que je pourrais vendre. J'ai pas spécialement de raison de les vendre parce que j'ai levé pas mal de cash que je dois conserver parce que j'ai d'autres projets et je vais avoir des mouvements sur mon cash flow, etc. Donc je vais être prudent. De la même façon, j'ai remonté mon fonds de sécurité. Enfin, je suis en train de le remonter en ce moment. Tous les mois, j'alloue un petit peu d'argent à mon fonds de sécurité pour qu'il pèse plus de poids dans mon patrimoine. J'ai toujours assez de cash qui rentre pour continuer mon DCA mensuel sur mes indices, sur les actions que j'apprécie en ce moment. Et donc ça fait que j'ai pas spécialement de raison de vendre des entreprises, sauf celles sur lesquelles j'ai fait de la rationalisation. J'en avais parlé il y a quelques mois. Et pour finir la vidéo, je serais intéressé de savoir aussi ce que vous faites en ce moment, parce que c'est aussi à ça que sert la communauté, que d'échanger, de donner des idées. Est-ce que vous achetez comme moi? Est-ce que vous êtes plus sur des actions individuelles et vous voyez des bonnes affaires malgré que certaines entreprises se comportent bien? Ou alors est-ce que vous êtes en train de mettre du cash de côté pour d'autres projets? N'hésitez pas à en parler en commentaire. Et clairement pour moi, les marchés, ils se portent bien, surtout d'un point de vue des indices. Je suis très content de cette stratégie d'investir tous les mois sur des ETF. Vous savez aussi que j'ai une grosse partie qui consiste à investir sur les actions individuelles et évidemment, je gère mon patrimoine en pourcentage selon mon profil de risque et c'est à adapter à chacun. Je vous donne pas de conseils en investissement, mais en tout cas, je vois en ce moment des affaires un petit peu moins qu'il y a un an. C'est clair, il y a un an, je savais même plus où donner de la tête, j'avais envie de tout acheter. En ce moment, c'est un petit peu plus difficile, mais j'ai quand même des convictions sur certaines opportunités et l'avantage, c'est que je fais des vidéos YouTube, je note mes analyses. D'ailleurs, je vous invite à le faire aussi parce que dans tous les cas, ça me permettra d'apprendre sur le long terme. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer dire bonjour en DM sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.